Ok, bon, ben dans cette émission, on parle de Devil Daggers, The Division et Hitman. De quoi? Devil Daggers, The Division Ouais, non, mais et à la fin. Hitman. Quoi? Hitman, l'agent 47. Hitman? Ouais, Hitman. Mais tu vas le dire comme ça pendant toute l'émission? Quoi, Hitman? For your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Kevin. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, un numéro dans lequel on va parler de jeux vidéo, mais le truc c'est qu'en pré-générique on les a déjà dit, mais on va les redire pendant le sommaire. On commence ce numéro de Classé 18+, avec la critique de Devil Daggers. Suivi par la critique du dernier Hitman. Ou Hitman, selon ce que vous préférez. Et on finit avec la critique de The Division. Mais tout de suite, Les news. Baron Infernal. On commence ces news avec quelque chose d'ostensiblement 18+, et Doom qui intensifie sa com en se dévoilant de plus en plus. Le dernier trailer en date nous montre une partie des démons que les joueurs pourront incarner en mode multi. Et ça va, ils ont l'air de connaître la bagarre. Le trailer nous donne également un petit aperçu de certaines capacités et armes spéciales. Un peu plus tôt dans le mois, Bethesda avait lâché une autre vidéo s'attardant sur les différents modes multi justement. Et si les deathmatch en équipe et autres dominations relèvent du classique, on trouve parmi les 6 modes présents des choses un peu plus originales comme le freeze tag qui vous oblige à geler l'équipe adverse, ou bien les sentiers de la guerre qui donnent dans la capture de zone with a twist. La zone se déplace. Pour tester ces nouveaux modes et participer à cette violence, on devra attendre le 13 mai prochain. On reste dans le shoot et on vous annonce vite fait que les joueurs PS4, PC et Xbox One de Black Ops 3 peuvent dès à présent choper gratuitement la version 2065 de la map Nuketown. Cette initiative s'accompagne également de la mise à disposition du pack de personnalisation Nuketown, avec du skin d'armes, du réticule de visée et de l'emblème. On rappelle, parce qu'on est corporate, que la critique de Black Ops 3 est évidemment disponible sur Noco, site d'aventure. On part maintenant sur autre chose, avec ce dernier trailer de gameplay en date de Too Dark, dans lequel Frédéric Reynal nous rappelle à quel point son prochain jeu a des chances de mettre mal à l'aise. Dans Too Dark, vous jouez un daron qui tente de sauver ses enfants des griffes de serial killer. Ses enfants et les enfants des autres aussi. Si l'aspect visuel a l'air de faire son taf, on vous avoue qu'on a toujours un peu d'appréhension lorsqu'il est question de jeux qui proposent des mécaniques de gestion de PNJ sans défense. Ça peut saouler si c'est mal fait, et on espère que ça ne sera pas le cas ici. En attendant, ce jeu qui a été financé sur Ulule en 2014 et qui a pris un petit peu de retard, devrait finalement sortir cette année non seulement sur PC et Mac, mais aussi sur PS4 et Xbox One. On vous en reparlera à l'occasion. With 10 kids, each more scared and quivering than the last, that's another story. Let us begin. Life is simply unfair, don't you think? On parle maintenant de ce que nos consoles portables pourront éventuellement se mettre sous la dent d'ici quelques semaines, et de ce nouvel et dernier épisode de la trilogie Zero Escape, baptisé Zero Time Dilemma. It wasn't me. Cette série, très clairement inspirée des Saw, alterne entre phases de visual novel et puzzle. L'épisode Dilemma se déroule dans le cadre d'une simulation de mission sur Mars. Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et un mec niqué de la tête décide de mettre à l'épreuve les 9 candidats. A decision game? Si c'est votre cam, sachez que le jeu devrait sortir le 28 juin prochain chez nous sur Vita et 3DS, mais aussi sur PC. All 6 billion. Bracelet. You should listen to her. I get the feeling she's seen it before. Why? Why did you do it? Interesting. Screw it! I'll just kill all of you! The lives of you, me, and the human race hang in the balance. On enchaîne rapidement avec une autre date de sortie, celle de la version Director's Cut de Deadlight. Déjà sorti sur PC et 360 en 2012, le jeu n'avait pas spécialement convaincu les joueurs. Peut-être que cette version retravaillée visuellement et comportant un nouveau mode baptisé Survival Arena et dont on ne sait pas grand chose, arrivera à nous faire changer d'avis. En attendant, le jeu a été annoncé sur PS4, PC et Xbox One pour le 21 juin prochain.
La première extension de Fallout 4 est désormais disponible. Automatron qu'elle s'appelle, et elle mettra en avant des robots. On peut maintenant collecter tout un tas de pièces et les assembler afin de fabriquer les machines de guerre ultimes, toutes sévèrement personnalisables. Le DLC s'accompagne évidemment d'une petite histoire qui se tue en 2-3 heures et de quelques nouvelles armes, mais la feature principale reste définitivement la confection du robot. Pour connaître notre avis sur Fallout 4 ou tout simplement vous rafraîchir la mémoire, on vous invite à jeter un œil à notre critique sur Noco. Now you'll face the full might of the Mechanist. Come, my robots. Let's finish this. On termine ces news avec des belles images, parce que c'est toujours mieux comme ça, et le dernier trailer en date de Hellblade, diffusé à l'occasion de la GDC. Ninja Theory s'est arrêté sur un nom définitif, Senua's Sacrifice. À part le setting définitivement nordique et quelques vidéos qui nous montrent que le jeu disposera de phases de combat à l'épée, on ne sait pas trop ce que proposera le projet. Mais on reste assez scotché par la puissance visuelle et l'acting présent dans cette cinématique. A priori, Hellblade devrait sortir en 2016 sur PC et PS4, mais compte tenu de la petite taille de l'équipe pour le moment, il n'est pas impossible que tout ne se passe pas exactement comme prévu. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. Her world changed that day when the Northmen took him from her. Senua knows that there is no going back to how things were. That there is nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing. Dillion? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Waouh, waouh, moi je l'ai trouvé sincèrement très réussi cette cinématique de Hellblade. Ouais. Non pas d'un point de vue artistique, enfin d'un point de vue artistique peut-être, mais ce qui m'a surtout mis sur le cul, c'est vraiment le visage, le réalisme, quand ça tchatche, c'est très bien fait, synchronisation labiale, acting, l'émotion. L'émotion, on la voit de plus en plus grâce aux avancées technologiques. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, l'émotion, putain, tu la sens, quoi. Très très réussi, effectivement. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en fait Ninja Theory, depuis quelque temps, communique là-dessus. En fait, ils ont dit il y a quelques mois, bientôt un an peut-être, quelques mois, que bon, mais on va refaire le visage de l'héroïne. C'était leur annonce. Et là, on voit le résultat. Effectivement, c'est très réussi. Visiblement, grâce à une technologie à peu près propriétaire, on imagine qu'ils partent de technologies déjà existantes, mais ils auraient visiblement leur petite recette qui tiennent à garder secrète pour l'instant et qui manifestement fonctionne très bien. C'est très réussi. Fonctionne très bien, et en l'occurrence ils ont pris pour modèle donc la personne qui joue Senua, qui est l'héroïne du jeu, c'est... Alors je regarde un petit peu les notes, désolé. Melina Jurgens, merci beaucoup. Qui avait taffé auparavant avec Ninja Theory. En fait, elle est dans la vie, elle est photographe et vidéaste, et elle montait des trailers pour DMC Devil May Cry. Exact. Et là, en l'occurrence, c'est fait un peu recruter. Viens voir, mets des petites billes sur ton visage. Ça. Ah ouais, c'est pas mal.
Voilà. Parce que nous, on avait une nouvelle technologie de vas-y. Oui, voilà. Et voilà, et ça marche bien. Et ça marche très bien. Elle a l'acting, donc c'est top. Et ça fonctionne très bien, effectivement. C'est assez bluffant. Et en même temps, c'est une belle histoire. Voilà, t'es là, tu fais des photos, tu fais des trucs, tu fais du montage. Et puis on te dit, viens. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive aussi un jour, peut-être. Je sais pas. C'est vrai. Mais toi, ce serait l'inverse finalement. Devant la caméra, et quelqu'un te dise, tiens, bah monte cette critique peut-être. Oui, ça, c'est génial. Bon, ouais. Et tu deviens un petit génie du montage. Voilà, peut-être. Point in, point wow, out. trop bien ce point in. Bah écoute, j'aimerais bien suivre ce shonen. J'aimerais bien suivre ce shonen. Pour revenir sur Hellblade un petit peu, bah, c'est un jeu Ninja Theory, donc moi je suis pas forcément fan de tout ce qu'ils ont fait, mais j'aime bien un peu le point de départ là de l'histoire. Donc t'incarnes encore une fois Senua, qui est une guerrière celte, donc référence directe à Mano évidemment. Oui, bah c'est comme ça, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui invente les références. Qui est traumatisée des suites d'une attaque de vikings. Mais comme de tous. Comme tout un chacun, c'est ça, une attaque de vikings, c'est vénère. Elle est traumatisée notamment parce qu'elle a perdu son mari, ou son promis, je ne sais pas à quelle étape de leur... voilà, je sais pas où ils en étaient. Et donc elle pète un peu les plombs, et on le voit bien là dans cette vidéo, dont on rappelle qu'il s'agit d'une cinématique, c'est aussi pour ça que c'est aussi joli. Évidemment. Cette vidéo, la caméra tourne autour d'elle, elle entend des voix, elle gueule contre des trucs, on sait pas trop ce que c'est, elle voit un arbre qui brûle, puis qui brûle plus. Voilà. Des visions, des hallucinations. C'est ça. Et mais ils avaient communiqué, Ninja Theory avait communiqué là-dessus dès le début. Ils ont dit attention, ça va être un petit peu psychologique. C'est ça. On a fait appel à un psychiatre et professeur à Cambridge, tout ça. Donc voilà, c'est les ambitions du jeu. Si elles sont tenues, ça peut être cool. D'autant qu'à côté de ça, bon on a affaire à une héroïne forte, qui est pas du tout, pour l'instant en tout cas de ce qu'on a vu, sexualisée. Enfin, tu vois, elle a une tenue très plausible de guerrier celte de l'époque. Et alors c'est très 2016, parce que je veux dire, c'est une période là où tout le monde se pose ces questions, se dit bon, mais finalement la princesse a sauvé, ou ces trucs comme ça va 2 secondes. Bah là c'est l'inversion un petit peu de ce truc là, quoi. Et donc pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas, et même si peut-être j'aime pas penser ça, mais imaginons qu'il y a un peu d'opportunisme ou un style d'argument marketing, voilà, ou un parce qu'ils communiquent beaucoup autour de ça. Ouais, même si c'est le cas. Déjà, je préfère ne pas penser que c'est le cas, et même si c'est le cas, très bien, c'est comme ça. Ils avaient déjà eu des femmes fortes dans leur jeu avant, alors qu'ils étaient peut-être un peu moins vêtues, mais qui se battaient bien. Donc pour moi, c'est vraiment la qualité. Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est son sens de l'humour, et si elle sait faire la bagarre. Exactement, c'est une des choses les plus importantes. Je suis bien d'accord. Donc voilà, bonne initiative. Ça devrait sortir en 2016. En 2016, on n'a pas plus de précision pour l'instant. On va suivre le projet, en tout cas, ça c'est sûr. En attendant, qu'est-ce qu'on se mate comme critique là? On va regarder la critique de Devil Daggers, un jeu qui a rien à voir. Devil Daggers fait partie de ces jeux au concept simplissime, facile à décrire mais ultra efficace. Dans une arène entourée par un précipice sans fin, vous devez repousser éternellement les vagues incessantes d'ennemis fonçant sur vous, sans jamais vous faire toucher une seule fois sous peine de mourir immédiatement. Imaginez Quake mélangé avec Hotline Miami. Voilà, vous avez Devil Daggers. Mais réduire ce jeu à son concept serait une grande injustice, tant son exécution est d'une perfection absolue. L'arène dans laquelle on se trouve, eh bien, c'est très probablement l'enfer. Et les vagues d'ennemis nous fonçant dessus, au début ce sont des crânes volants, puis viennent des sortes de chenilles restant sur les côtés, des mille-pattes répugnants, et bien d'autres choses toujours aussi immondes. Et ces autres ennemis, il y a de grandes chances que vous mouriez avant même de les apercevoir. Car la durée moyenne d'une partie de Devil Daggers ne dépasse pas la minute. Le rythme est si rapide, les attaques ennemies si soutenues, et la tension tellement présente, que survivre plus de 2 minutes est presque un miracle. Mais ce qui aurait pu s'avérer frustrant, nous pousse au contraire à continuer de jouer. À l'instar de Hotline Miami ou Super Meat Boy, recommencer une partie ne prend même pas une seconde. On enchaîne donc les morts, encore et encore, en essayant d'améliorer son score et de dépasser enfin la barre de la minute. Puis la minute 30, puis les 2 minutes, et ainsi de suite. On enchaîne les parties car malgré sa difficulté extrêmement élevée, Devil Daggers est constamment juste avec le joueur. Lorsqu'on meurt, c'est qu'il y a une raison, et on est toujours en mesure de savoir ce qui a posé problème. Plus généralement, Devil Daggers est un jeu extrêmement clair. L'écran aura beau être rempli de projectiles et d'ennemis vous fonçant dessus, vous serez toujours capable de distinguer chaque élément. Mais le gros point fort de Devil Daggers, là où il excelle et se distingue, c'est au niveau du sound design, qui devient un élément du gameplay à part entière. Les ennemis peuvent arriver de n'importe où dès le début d'une partie, et bon nombre d'entre eux émettent un son avant d'être totalement visibles, si bien qu'on finit par les repérer à l'oreille. Les bruitages sont conçus d'une telle manière, et implémentés avec tant de soin,
que l'on peut simplement jouer avec une paire d'écouteurs standard et savoir qu'un ennemi arrive vers l'arrière gauche. Ces bruitages renforcent également le côté sale et poisseux du jeu. Les images parlent d'elles-mêmes, Devil Daggers est laid, mais c'est une laideur volontaire, travaillée avec beaucoup de soin. Les animations sont impressionnantes, tout comme l'attention accordée aux détails sur les ennemis et la fluidité constante. Devil Daggers nous rappelle constamment, à travers ses ennemis, ses graphismes ou encore ses bruitages, qu'on est en enfer et qu'on va mourir dans probablement 30 secondes. Cette laideur, loin d'être repoussante, est ce qui nous attire et nous pousse à enchaîner les parties. L'autre point où Devil Daggers excelle, c'est bien évidemment dans son gameplay, un modèle de simplicité et de finesse. D'une pression maintenue sur le clic gauche, vous mitraillez les ennemis, tandis qu'un simple clic vous permet d'utiliser l'équivalent du fusil à pompe. En tuant certains ennemis, vous récolterez des gemmes qui décupleront la puissance de vos armes au bout d'un moment. Si vous restez en vie, évidemment. Sans cette simplicité du gameplay, Devil Daggers n'aurait pas pu être aussi rapide, nerveux et viscéral sans devenir brouillon ou injuste. Cet équilibre est justement ce qui le rend si prenant, si jouissif. Ajoutons à tout cela la possibilité de visionner les parties de tous les autres joueurs, notamment ceux tout en haut du classement, et on obtient un FPS inoubliable et unique sur tous les plans. Pour 5 €, vous auriez tort de vous priver. Voilà, donc Devil Dagger, Gabriel a manifestement apprécié. Moi j'avoue que je suis un peu chauffé en ayant vu la critique et en l'ayant vu jouer un petit peu, Gabriel. Ouais. Voilà, un petit truc un peu old school, assez arcade que j'aime bien. Bah ouais, il y a tellement de jeux, et de jeux pas trop mal en ce moment que j'aurais du mal à envisager. Là par exemple, on va voir la critique de quoi, Kevin? De Hitman. Hey. T'as vu, tu connais? Bon, on va voir s'il est bon. C'est marrant, t'as dit. C'est pour te faire plaisir. Ok, ça va peut-être être dur de ne pas passer pour un gros psychopathe avant la fin de cette critique, mais partons s'il vous plaît du principe qu'il existe une esthétique du crime. Aussi cruel ou immoral qu'il puisse être, le crime parfait est un fantasme de longue date. Parce que, même dans le cadre de la fiction, il est souvent presque parfait. Il y a toujours un petit détail qui traîne et fait que le coupable finit par se faire coffrer par Sherlock Holmes, Rouletabille ou le type de NCIS avec ses lunettes là. Et donc le vrai crime parfait est un fantasme parce qu'il reste une énigme. Et il est beau parce que les énigmes sont magnifiques. Alors oui, il y a une certaine élégance dans le crime, et en particulier dans l'assassinat, qui en est une des formes les plus pures. Une élégance dans sa planification, puis dans son exécution. Dans le stratagème imaginé, puis dans les sécurités déjouées, les subterfuges utilisés et les traces effacées. L'assassinat de fiction est un tableau vivant, et quand la plupart des produits culturels qui en découlent nous proposent de le contempler pour l'étudier, Hitman préfère faire de nous ses peintres. Chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. C'est le cas depuis l'année 2000 et le premier épisode de la série, mais plus particulièrement depuis sa suite, Silent Assassin, sorti en 2002. C'est ce second volet qui a donné ses lettres de noblesse à la saga et qui a fait des exploits de l'agent 47 un art à part entière. L'art de tuer donc, puisque l'homme à la cravate est un tueur à gages qui travaille pour le compte d'une mystérieuse agence dont les méthodes discutables sont à peine compensées par ses cibles souvent réellement dangereuses. De toute façon, on s'en moque un peu en réalité. Ici, les motivations ne comptent pas vraiment. L'agent 47 et le joueur ont une mission. Ils la remplissent de la meilleure manière possible, point. Et ce que Hitman Silent Assassin a décidé en 2002, c'est que cette meilleure manière serait multiple. Que face à une situation et une cible donnée, on aurait de nombreuses façons d'envisager le crime, avec comme objectif supérieur celui de le commettre proprement et joliment. 14 ans plus tard, alors qu'Hitman a décidé de se rebooter pour faire un peu comme tout le monde, cette dernière assertion est définitivement d'actualité. Du moins, c'est le cas dans la première et unique vraie mission disponible actuellement, puisque le jeu est prévu pour être vendu en kit, niveau par niveau, au fil des prochains mois. D'ici là, nous n'avons donc pour le moment droit qu'à 2 petites missions d'entraînement, ainsi que le vrai gros morceau de cette première partie. Celui-ci prend place à Paris, à l'occasion d'un grand défilé de mode qui réunit le gratin et beaucoup de cibles potentielles. L'objectif de scénario consiste en l'élimination de 2 grands pontes du style, qui utilisent leurs relations pour revendre secrètement des informations capables de remettre la sécurité de n'importe quel pays en question. Et ces 2 espèces de Victor Ward ascendant Wikileaks pourront déjà motiver de très nombreuses heures de jeu. Car le niveau qui sert de scène du crime est aussi étendu que peuplé.
Salle de réception immense, inévitable catwalk de défilé, chambre d'hôtel pour VIP, coulisses, régie, cuisine, parking ou encore jardin en bord de Seine, le niveau de Paris a beau être pour l'instant unique, il fait passer les 2 petites missions d'entraînement pourtant déjà assez grandes pour des maquettes miniatures. Et à tous ces secteurs différents correspondent des PNJ particuliers et des situations qui pourront faire naître le crime parfait dans l'esprit des joueurs inventifs. Chez les autres aussi en fait, puisque ce nouvel épisode utilise un système d'opportunité qui porte très bien son nom, puisqu'il propose d'indiquer des objectifs clairs dès que l'agent 47 aura entendu quelques conversations clés. Il pourra s'agir d'un invité de prestige qui doit participer à une vente aux enchères secrètes, d'une présentatrice télé en recherche d'un objectif de caméra, ou encore d'un mannequin visiblement très proche d'une des cibles. Et chacune de ces situations crée une sorte de petit scénario que les moins ingénieux ou les débutants pourront décider de suivre pas à pas. Les plus chevronnés pourront quant à eux décider de désactiver toutes les aides, y compris l'utilisation de l'instinct qui permet de distinguer facilement ses cibles, y compris à travers les murs. Et c'est finalement quand on cessera d'écouter les conseils du jeu que celui-ci montrera toutes ses possibilités. S'il s'agira très souvent de se déguiser et de se fondre dans la masse pour arriver à ses fins, les résolutions varient énormément. On pourra décider d'utiliser une arme à feu ou bien une corde de piano. On pourra décider de faire passer l'assassinat pour un accident en utilisant du poison ou en faisant tomber un projecteur bien placé, ou au contraire agir de manière plus directe et démonstrative. Car l'assassinat parfait est aussi affaire de rituels et de messages laissés à bon entendeur. Toujours en se contentant des 2 cibles du scénario, on pourra passer un temps fou à découvrir et utiliser toutes les manières possibles de créer son crime parfait. Ces manières sont délimitées par un level design très ouvert, des outils savamment placés, ou encore par le système de jeu et l'intelligence artificielle qui brillent tous les deux autant qu'ils peuvent cafouiller. Si on apprécie par exemple particulièrement l'utilisation des costumes et la plupart des solutions de discrétion offertes, on peut en revanche déplorer le manque de pêche et d'originalité des affrontements directs, même s'ils ne sont clairement pas la priorité du jeu. Et de la même manière, on peut se faire surprendre par un garde particulièrement perspicace ou des invités aux réactions très réalistes, pour quelques minutes plus tard rester bouche bée devant des comportements absolument stupides. C'est assez dommage, mais ça n'empêche pas ce nouveau Hitman de faire un travail exceptionnel quand il s'agit de laisser libre cours à notre créativité meurtrière et de l'appliquer à un principe de jeu très arcade. Au fur et à mesure des exploits réalisés dans les 2 missions et demie disponibles pour l'instant, on débloquera de nouveaux défis, ainsi que de l'équipement ou des possibilités d'infiltration variées. Et chaque nouvel objectif se transformera rapidement en un exercice qui se rapproche beaucoup du speedrun. Récupérer un costume à tel endroit à tel moment, éviter telle ronde, profiter de telle situation puis arriver à temps au bon emplacement pour commettre le meurtre et s'exfiltrer ensuite sans accroc, tout ça demande une discipline et une coordination supportée par de longues séances d'observation préalables dont découle finalement l'esthétique du crime. Et c'est rendu possible par un jeu qui ne cède pas au chant des sirènes de l'aléatoire et du systémique. Dans les grandes lignes, et malgré le nombre impressionnant de PNJ présents, chaque événement notable se déroulera de la même manière à chaque tentative. Et il est donc possible de répéter une méthode précise jusqu'à la perfectionner. Pour goûter à l'imprévu, il faudra se tourner vers les différents modes de jeu, qui proposent par exemple d'enchaîner les contrats en suivant des objectifs de plus en plus contraignants, ou encore de concevoir ses propres missions et de les partager en ligne. Associé au défilé d'éléments débloquables et au système d'expérience, tout ça permet à cette première partie du nouveau Hitman d'offrir de très nombreuses heures de jeu à l'intérêt sans cesse renouvelé. Et si le fait que ces heures soient condensées dans très peu de niveaux pourra déstabiliser, c'est aussi, pour l'instant, tout l'intérêt de ce nouvel épisode, qui au lieu de s'éparpiller en décors, préfère varier autour du même thème. Heads up, heads up. Après un épisode Absolution très fermé et dirigiste, il est on ne peut plus rafraîchissant de voir Hitman revenir à ses premières amours faites de liberté et de grands espaces. Évidemment, tout n'est pas parfait, et on déplore le fait de devoir être constamment en ligne pour pouvoir profiter de toute l'expérience de jeu, autant qu'on regrette des temps de chargement beaucoup trop longs. Mais dans l'idée, ce nouvel épisode semble avoir fait les bons choix, ceux qui mettent en valeur le joueur, ses actions et ses décisions, plutôt que le jeu et sa mise en scène. On devra toutefois rester prudent, car le format épisodique de ce reboot ne nous met pas à l'abri de prochaines missions beaucoup moins réussies. Aussi, et même si ce contrat parisien augure du meilleur, il reste beaucoup plus sage d'attendre de voir ce que l'avenir proche réserve à l'agent 47 avant d'envisager l'achat évidemment déjà proposé du jeu complet. En attendant, en tant que produit unique et indépendant, cette première partie vaut largement son prix et ne passe vraiment pas loin du crime parfait. Cet acte si pur, si beau, qui excite l'imaginaire depuis des temps immémoriaux et qui... Axel ? Non mais attends Axel, c'est pour la critique. Mais reviens. Mais je suis pas un assassin. Axel. I think they called me 47. That's not a name.
so make it one. Voilà, Hitman, un premier épisode très encourageant, je trouve, mais qui pose certaines questions compte tenu du format épisodique du jeu, tout ça. Mais je te propose d'en reparler un petit peu plus tard. Est-ce qu'en attendant, on se regarderait pas, tu vois? Je te le dis comme ça, un petit peu, un peu bonhomme. Est-ce qu'on se regarderait pas une petite critique de The Division quelque part? Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Balance-la quand même. Bah, vas-y. Le succès un peu surprenant des phases bêta de The Division augurait du meilleur quant au lancement officiel du dernier titre en date estampillé Tom Clancy. Mais Ubisoft ne s'attendait peut-être pas à assister au meilleur démarrage ever d'une nouvelle licence appartenant à leur catalogue. Pourtant, les ambitions affichées à l'occasion des différentes sessions de présentation donnaient un certain nombre d'indices. The Division voulait jouer dans la cour des très grands, avec son concept de RPG TPS en ligne et ses standards visuels plutôt élevés. En termes de vente, le jeu a détrôné en 24 heures le record établi il y a 2 ans par Watch Dogs. Alors oui, Watch Dogs est devenu un mot cocktail qui interpelle et implique de suite la méfiance. D'autant que les premières heures sur The Division ne rassuraient pas forcément. Avec ses bugs et ses glitches rigolos pour certains mais frustrants pour la plupart, cette instabilité en ligne et cette crainte de n'avoir que de la sécheresse ludique arrivée à la partie endgame du jeu. Mais les mécaniques bien ficelées de The Division, son setting immersif et surtout ses perspectives d'évolution suffisent pour le moment à ambiancer la majorité de celles et ceux qui ont décidé de lui donner une chance. On évolue dans un scénar à la Tom Clancy, à base d'anticipation, de technologie militaire avancée et de situations presque plausibles. Et pour cause, le contexte de The Division s'inspire de situations que le gouvernement américain a clairement envisagées dans la vraie vie, et qui pour l'une d'entre elles portent même un nom. Opération Dark Winter, une simulation d'attaque bioterroriste d'envergure. Dans The Division, c'est le Black Friday qui a été choisi comme date à laquelle tout tourne cacao pour la ville de New York. Le plus gros jour de solde de l'année aux States réunit en effet plein de conditions pour qu'une éventuelle attaque bioterroriste fasse un maximum de dégâts. En particulier lorsque le virus mortel que l'on souhaite propager, un style de variole, se trouve sur des billets de banque. En l'espace de quelques jours seulement, durant lesquels on imagine de la panique et des scènes de violence de haut level, Manhattan tombe et est mise en quarantaine. Vous êtes un agent dormant de la division récemment activé et chargé de rétablir l'ordre dans la zone, aidé par la Joint Task Force. La division, c'est cette cellule qui prend les choses en main lorsque les services gouvernementaux sont en PLS. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de taf. Le Manhattan bouclé est désormais en proie aux pilleurs, aux détenus qui ne sont plus détenus justement, aux fous de la gâchette et à la malveillance de manière générale. En guise de fil rouge, en plus de vous donner plein d'éléments sur les circonstances de l'attaque terroriste, le jeu vous invite à réinvestir des lieux et à les transformer en base d'opération efficace. Un principe qui sert également le gameplay et sur lequel on reviendra un peu plus tard. Dans la ville, le joueur récupérera plein de témoignages et de documents concernant ce jour de somme, le tout souvent présenté sous forme de conversations téléphoniques ou de ce que le jeu appelle des échos, sorte de projection du passé qu'on peut observer au présent. Bon, c'est Tom Clancy, hein, c'est le futur. On nous avait promis un RPG TPS Online en multi, et c'est à peu de choses près ce qu'on nous donne ici. La map, relativement massive, est séparée en 2 zones distinctes. L'une qui contient les principales missions et qui vous laisse vous friter en PvE, avec possibilité de faire de la coop jusqu'à 4. L'autre, la Dark Zone, où le PvE et le PvP se mélangent. La plus grande zone, celle exclusivement PvE, est l'endroit où vous passerez probablement le plus clair de votre temps, en tout cas jusqu'à ce que vous atteigniez le level max. Outre les petites altercations aléatoires que vous pouvez être amené à gérer, on distingue ici 3 types de missions, les principales, les secondaires et les rencontres. Les missions principales, qui peuvent bénéficier d'un matchmaking histoire de ne pas être seul, vous proposent le plus souvent de visiter un lieu et de vous taper à la fin contre un boss. Alors que les secondaires ne donnent pas systématiquement dans la bagarre. Les rencontres, enfin, sont plus courtes et rapportent, tout comme les missions principales, des points de ravitaillement dans un des 3 domaines de votre base d'opération, le médical, la technologie et la sécurité. En utilisant ces points et en développant ces ailes, les joueurs obtiennent des avantages comme du loot périodique, mais surtout des compétences actives et passives. C'est en partie en dépensant ces points que l'on oriente un peu son build dans les premières heures, même si à terme, toutes les passives et les actives sont débloquées. En s'adonnant à ces différentes activités, on remporte de l'XP, des sous, mais surtout du matos.
Le loot prend une place très importante dans The Division et ne peut être équipé qu'en ayant le niveau suffisant. Un peu à la manière d'un Destiny ou d'un Diablo, des titres dans lesquels The Division tape un certain nombre de mécaniques, on distingue la qualité du butin en fonction de sa couleur. On est dans des codes classiques pour le coup, avec le vert, le bleu, le violet ou l'orange qui déterminent la rareté, et donc les affixes, et donc la qualité de l'objet. Le matériel récupéré influe sur les 3 stats importantes de votre perso, les dégâts par seconde, la santé et la technologie. Les 2 premiers indicateurs sont facilement saisissables pour quiconque ayant passé un minimum de temps sur du jeu vidéo. La stat technologique, quant à elle, détermine l'efficacité de vos skills. Un gros score en technologie occasionnera par exemple plus de dégâts de bombes collantes ou de tourelles. Dans cette configuration, et pour certains types de persos, un item qui augmente la techno sera peut-être préférable à un autre qui booste les DPS de vos armes. Quoi qu'il en soit, on passe son temps à canarder en solo ou en groupe, des pilleurs ou des désaxés dans la rue, collectant dans le process matos et schémas. Car il est en effet possible de se confectionner son propre équipement à partir de ressources, elles aussi sujettes à ce délire de rareté et de couleur. Tout ça dans le but de ne pas se foutre la honte lorsque l'on entre dans la Dark Zone. Ici, l'ambiance est un peu plus sombre, un peu plus contaminée aussi. Les ennemis vraiment plus vénères, mais le loot beaucoup plus intéressant. On peut y faire du PvE, bien souvent contre ce qu'on appelle des élites, ces ennemis aux couleurs spéciales et aux noms particuliers qui ont plus de chances de dropper de l'item rare. A noter d'ailleurs que ce qu'on ramasse ici est contaminé et doit être extrait de manière protocolaire pour pouvoir être utilisé autre part. Et c'est en partie là que cela devient intéressant. Dans la Dark Zone, on rencontre surtout d'autres joueurs possédant un niveau plus ou moins égal au nôtre. On peut décider de grouper, de se tirer dessus pour se voler le matos contaminé, de faire ces étapes l'une après l'autre, ou d'attendre justement qu'un joueur lance une extraction. Les joueurs alentours sont alors au courant et peuvent venir foutre la merde, et dans la mesure où l'ensemble de la procédure est timée, cela augmente la pression. Simplement, en shootant un agent neutre, on devient renégat, gagnant dans la foulée une prime sur notre tête. Les autres joueurs peuvent alors se faire plaisir tout en se préservant de devenir renégat à leur tour. Lorsque l'on se fait buter dans la Dark Zone, on perd une partie des thunes spéciales que l'on a amassées ici, mais aussi une partie de l'XP spécifique à ce secteur, qui vous donne en gros le droit de porter certains items ou d'ouvrir des coffres en particulier. C'est assez punitif, même si du patch est venu entre-temps adoucir tout ça. Mais après, entre nous, on va pas là-bas pour gonfler des ballons ou acheter du terrain. Avec des débuts un peu difficiles mais un potentiel monstre, The Division donne vraiment l'impression d'emprunter les sentiers déjà foulés par les Destiny et autres Diablo 3. The Division possède un certain nombre d'atouts, comme un New York blessé qu'on trouve vraiment convaincant, un système de loot et de craft qui fonctionne, du déblocage et de l'attribution de skills plutôt originales, et des sensations de gunfight complètement plaisantes. Petit big up au cover system qui figure parmi les plus réussis du monde des third-person shooters. Les bases de The Division sont donc saines, et on constate une certaine réactivité lorsque des bugs, glitches et autres exploits sont signalés. Pour le moment, les joueurs peuvent prendre du plaisir et ce pendant plusieurs heures. Mais la puissance du jeu, et ce qui fait qu'on s'en souviendra ou non, réside dans les challenges et le contenu qu'il proposera dans les semaines et les mois à venir. En particulier pour ceux qui ont déjà atteint les levels max et l'équipement ultime. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer à The Division, encore en ce moment. Surtout quand voilà, t'as des homies pour aller traîner dans la DZ. Ouais. Donc, homies signifie pote. Ouais, voilà. Les DZ signifie Dark Zone. Dark Zone. Et Kekaku, vous le savez. Kekaku, vous le savez, évidemment. Voilà. Mais voilà, il y a, comme pour d'autres jeux de ce genre-là, des questions qui se posent, principalement sur l'intérêt endgame et l'évolution dans les mois à venir. Et quand tu prends, j'en parle un peu dans la critique, mais quand tu prends des Destiny ou des Diablo, juste pour prendre ça, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques empruntées à ces jeux-là. Ça, bien sûr. Et tu constates que Destiny au début, bon, ok. C'était compliqué. Ouais, voilà, c'est quoi? Il y a du contenu en fait, les mecs, ou comment ça se passe? Et à force de tuning et de balancing et de réglage et d'ajout de contenu. Voilà, principalement grâce à une grosse mise à jour, un gros add-on Destiny, c'est là qu'il s'est révélé un petit peu. Exactement, un petit peu le même chemin qu'a emprunté Diablo 3, au final, avec Reaper of Souls. Voilà, waouh, tu te rends compte que, ok, non, il y a du plaisir à prendre et il y a des heures de jeu aussi à prendre. Donc, voilà, là, pour l'instant, je prends du plaisir.
faut voir d'ici quelques mois. Comment Ubi va assurer le. Exactement, le suivi, parce que voilà, en avril, il va y avoir des choses qui vont sortir. En juin aussi, cet été, cet automne, ils ont déjà annoncé un certain nombre de choses, notamment des mises à jour gratuites. Ouais. Mais voilà, et ils ont annoncé aussi qu'ils n'avaient pas tout annoncé. D'accord. Comme ça, ok. Voilà. Ouais, très bien. Mais c'est ça, tu prends pas de risque quand tu. Ouais. Bon, j'annonce qu'on annonce. Ouais, voilà. C'est pas mal comme. Je vais noter ça dans un coin de ma tête. Tu vas voir, je vais le réutiliser bientôt. En attendant, Hitman, donc, tu voulais revenir un petit peu sur. Hitman, moi, il y a un truc que je veux aborder très très rapide d'abord, c'est le côté arcade du jeu, parce qu'il faut vraiment pas le négliger. Moi, je trouve que c'est ça qui rend un Hitman cool. C'est le fait qu'à la fin de chaque mission, t'es noté. Et adapté à cette mission unique, encore une fois, il y a 2 autres missions qui sont plus petites, mais le gros de l'expérience Hitman, là, de cette première partie, c'est Paris. C'est la mission à Paris qui se passe pendant ce défilé. Bon, le jeu te met dans une position où tu as une situation et tu vas l'aborder par plein d'angles différents. Et à chaque fois, à la fin, t'es noté. C'est-à-dire, est-ce que l'idée que t'as eue là, est-ce qu'elle est bien ou pas? Et si t'es pas noté, c'est le jeu qui te met des défis, qui te dit, tu vas le faire sans toucher personne à part la cible, sans toucher physiquement. Tu vois, et c'est bondé. Donc il y a plein de trucs assez cool qui rapprochent, ça je le dis un peu dans la critique, qui rapprochent l'expérience presque du speedrun ou tu vois, de ce genre d'exercice très pur, je trouve, dans le jeu vidéo, tu vois, du côté du joueur. Il faut que je joue parfaitement. Je trouve ça très très cool. Et c'est ça qui fait que Hitman marche très bien. Et donc ce premier épisode, je trouve, ce premier volet là, est très encourageant de ce côté-là. Maintenant, ça soulève des questions qui sont évidemment dues au format du jeu, au format épisodique. Il est présenté comme une saison de série. Et on te dit que là c'est le premier épisode. Il est prévu d'avoir 7 épisodes en tout. Et on est face au cas qui est assez fréquent en cas de Season Pass. Là, en gros, soit on achète le Season Pass, donc ils appellent ça Hitman, l'expérience complète. Pour l'instant, tu n'as que le premier épisode, ça ne change rien, les autres ne sont pas sortis. Ça te coûte 60 € si je ne me trompe pas. Le prix d'un jeu à peu près, c'est normal. Et pour l'instant, tu as accès à Paris comme tout le monde. Ou sinon, tu peux acheter aussi Paris tout seul, qui te coûtera 15 €. Pour 15 €, Paris tout seul, t'as pas à te plaindre, il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel, vraiment. Mais maintenant, voilà, alors soit t'achètes ton expérience complète 60 €, mais t'es pas à l'abri que le reste des missions, il y en ait des foutus, ou que tout soit nul, ou que même on sait pas que ça se finisse pas, finalement, que t'es pas les 7 prévus. C'est envisageable, tu vois, donc c'est le même cas que d'habitude. Mais si tu te dis, je vais jouer la prudence, je vais prendre que cette mission-là, j'attends de voir ce qui se passe, et peut-être que j'en achèterai une autre par-ci, par-là, tout ça. Au final, t'en as pour 105 €. Ouais, si elles sont toutes à 15 €. Alors, là, pour être honnête, t'as une option, tu peux acheter une upgrade. C'est-à-dire, t'as acheté le premier épisode, en payant un peu plus, tu peux dire, maintenant je veux l'expérience complète. Et tu la repayes pas 60 €. D'accord, parce maintenant, que faut voir s'ils adapteront ce truc-là au fur et à mesure d'épisodes achetés ou pas. Parce que c'est le cas de figure, un des cas de figure les plus pourris. C'est-à-dire, tu prends l'épisode 1. Les plus probables, je sais pas, mais les plus pourris, tu prends l'épisode 1, peut-être tu prends l'épisode 2, t'en as 5 autres à venir, et tu fais un calcul, tu dis, faudrait que je prenne le Season Pass, mais au final, c'est ça. Donc là, à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation où soit on prend des risques qui ne devraient pas être pris, on ne devrait pas avoir à prendre ces risques. Bien sûr, évidemment. En tant que consommateur, on ne devrait pas avoir à payer quelque chose. Les éditeurs et les développeurs qui doivent prendre des risques. C'est vraiment un système pourri, on l'a dit à plein de reprises, moi je suis vraiment pas fan de ce système. Soit tu prends ce risque-là, soit tu prends le risque de perdre des sous, peut-être. Enfin, de ne pas avoir été aussi économe que tu aurais pu l'être. Et c'est dommage, je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'à côté de ça, le format épisodique adapté à Hitman, je le trouve pas déconnant. Tu vois, le côté... on a un jeu et presque chaque épisode c'est presque un add-on en fait qui t'amène un nouveau grand niveau que tu peux aborder pendant des semaines de plein de manières différentes. Donc voilà, pour l'instant on est dans cette situation un peu pourrie. Évidemment, si t'attends d'ici 1 an à peu près la sortie du jeu complet, là tu pourras vraiment juger. Voilà, comme d'habitude, évidemment qu'ils vont prévoir à la fin de l'année. Mais là pour c'est le coup, déjà faut faire annoncé, preuve il y aura de même une version physique et tout, tu vois. Mais bon, c'est des pratiques un peu discutables. On n'aime pas. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'à côté de ça, encore une fois, c'est très encourageant, je trouve. Écoute, j'espère que les jeux dont on parlera dans 2 semaines, ils auront autant de puissance que ceux présentés dans ce numéro. Écoute, je peux pas t'annoncer tous les jeux dont on parlera la semaine prochaine, là, dans 2 semaines, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas encore fait toutes les annonces concernant le prochain 18+. Et ça, tu me le promets que t'as pas fait toutes les annonces ?